Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, Nouveau Départ. Ça va mon Fab? Ça va carrément bien. Ça va carrément bien. Et émission spéciale, j'avais un peu teasé, j'ai fait un petit réel pour dire qu'on avait quelqu'un, qu'on avait un Spécial. guest star. Nico, merci à toi d'être là. Merci, C'est Nico. vraiment un plaisir. Donc émission spéciale. Bah, plaisir partagé. Moi, je suis ravi d'être dans votre monde parce que Ouais. je vous écoute et c'est vrai que ça fait bizarre d'être là et de vous voir tous les deux. En fait, c'est ça qui est pour moi le plus bizarre. De nous voir en vrai. C'est marrant, ouais, ça, on nous le dit nous voir en souvent. même temps. Ouais, en même temps parce que Tony, on s'est déjà vu etc. plusieurs fois. Ouais, t'es déjà venu dans mon podcast aussi, Ouais. donc il y a vraiment. Enfin, je suis déjà allé dans ton T'es podcast déjà venu aussi. sur les Enfin, Gentlemen bref. aussi à l'époque. Mais c'est vrai que de vous voir tous les deux, c'est un peu ce binôme que j'adore écouter, qui dans un autre domaine que j'adore. Donc, Eh ben Trop merci, bien. merci d'avoir pris du temps pour faire ce podcast avec nous. On est content. Comme je te le disais en off, il y a certains auditeurs qui étaient contents de t'avoir parce qu'ils nous écoutent et ils t'écoutent aussi. Et l'idée c'est que voilà qu'on passe un bon moment tous les trois et qu'on partage, qu'on apprenne un peu à te connaître et que tu nous racontes un peu ce qui va se passer dans les 2 jours qui viennent, par exemple. Exactement, et je suis hyper impatient. Et d'ailleurs, lors de mon voyage au Brésil, parce que je reviens du Brésil après un peu plus de 33 jours, il y a des moments où le Brésil s'est pas du tout passé comme prévu, et je sais que je me rattachais en tout cas à ces 2 jours à passer avec vous. Bien. Je pense que je me disais il est peut-être temps d'arrêter de fuir, et du coup ça tombait à point nommé, on va dire. Je trouve que c'est déjà un bon point de départ. Arrêter de fuir et de redevenir acteur de ta propre vie. Tu vois, c'est exactement ce qu'on va commencer à voir demain. Pour que les gens comprennent, est-ce que tu serais OK un peu pour te présenter, nous dire, il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas, pour nous dire un peu qui t'es, quel est ton parcours et t'es quand même très en lien avec le dev perso, nous dire pourquoi et après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, dans ce que t'as déjà fait, dans qui t'as vu, mais voilà, si tu veux bien nous faire le plaisir de te présenter, Et on sera ravis. carrément, j'ai souvent moi je me présente comme quelqu'un qui a de multiples casquettes. Je crois que toute ma vie j'ai osé, et c'est ce qui m'a permis de réaliser beaucoup de mes rêves, et sûrement au point aujourd'hui d'en arriver à et c'est quoi la suite? Parce que j'ai toujours suivi peut-être mon cœur d'enfant, un peu comme dirait Steve Jobs quand il avait dit à une conférence Connecting the dots. Connecting the dots, exactement. Et j'avais adoré cette idée de connecter tous les chemins qui m'ont toujours amené à plus. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était dans l'envie de créer. Toujours, j'étais passionné de musique, j'ai fait de la danse étant petit, et surtout avec des parents un peu absents, j'ai créé mon monde. J'ai pas eu trop le choix, on va dire. Moi, j'ai toujours trouvé ça avec le recul, assez positif. Mais donc, j'ai été passionné de musique. J'ai fait de la musique. Je me suis donné à 100%. Casting, la veille de mon bac de français. Mon père qui accepte. Donc, quand même des facilités. Je finis à l'Olympia quelques années plus tard. Donc, je réalise mes rêves, sachant que souvent mes attentes sont très hautes. Parce que quand je veux faire de la musique, je veux être Madonna à Bercy. Ça m'intéresse pas trop d'être moins que ça. Ton curseur d'exigence est quand même assez élevé. Ça a toujours été élevé, et ça peut devenir aujourd'hui d'ailleurs mes problématiques. C'est bien que tu en aies conscience. Ouais. Donc à l'époque, c'était on bouffe la vie. On n'est pas Madonna à Bercy, mais on est à l'Olympia à 21 ans. Donc ce qui est quand même. T'avais réussi à passer comment à l'Olympia? Dans Dans quel cadre? une comédie musicale. Ah oui, mais tu m'en avais parlé, je m'en rappelle à l'époque. Ouais, et j'avais adoré. Excellent. Pour moi, c'était fantastique. À l'époque, mon lycée, enfin pas mon école supérieure, se trouvait à 3 minutes de l'Olympia. Et je me souviens que j'avais fini mes cours et j'étais allé aux répètes. C'est la classe. Ça, c'est la vie en fait. Ça, c'est la vie que je veux. C'est être dans une école de com, un peu bobo, à Paris, la ville qui me faisait rêver. Et en même temps, à midi, je vais faire des répètes pour chanter à l'Olympia le soir. Enfin, c'est magnifique. Je trouvais ça fantastique, et j'ai toujours suivi du coup mes rêves. Je veux aller vivre à Londres, je vais vivre à Londres. Puis ensuite, je reviens à Paris, je bosse à la télé, et les choses avancent, et je fais de la musique, je fais des clips, je sors un EP. Le monde artistique, le monde de paillettes. Et à un moment donné, et tout à la force de ton poignet. T'avais pas forcément de réseau à la base. Pas de réseau, pas d'argent. Parce que tes parents étaient pas de Paris, étaient pas forcément dans le milieu, comme on dit. Du tout. Et c'est parce que je trouve que c'est hyper inspirant, ton parcours. J'ai des parents artisans qui n'ont pas du tout cette envie de briller, du tout. Il y a vraiment pas, ça n'existe pas. Moi, j'ai toujours été un peu le petit, comment on dit, le petit mouton noir. On peut dire ça. Ouais, je sais pas si c'est le mot. C'est une expression qui se dit. Mais il y avait vraiment ce côté-là, mais toujours accepté, hein.
mais quand même avec des choix de vie particuliers. De toute façon, à 15 ans, je dansais sur du Mylène Farmer dans mon salon avec ma mère qui me teignait les cheveux en blond. Donc, ouais, c'était déjà un peu bon. Ouais. Ta mère a déjà commencé à alimenter quand même le. Oui, c'est vrai. Oui, quand j'ai été me faire passer la langue, elle s'est fait percer la lèvre. Donc, ok. Ah, d'accord. Il y avait, en tout cas, il y avait une acceptation. Tu veux vis ta vie comme tu as envie. Ok. Je pense que ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir des ailes. En fait, on m'a jamais dit c'est impossible. T'as grandi dans le bon cadre, en tout cas. Par contre, à l'époque, on me disait quand même beaucoup c'est impossible. Pas la famille, mais La France. ouais, même les amis. Les amis, tu veux faire de la chanson, t'y arriveras jamais. Tu veux faire du journalisme, mais t'as vu comment t'es mauvais en français. C'est une de mes meilleures amies aujourd'hui qui m'a dit ça, et qui est très bienveillante. Mais à l'époque, 16 ans, un peu concon, on sort des phrases. Elle m'avait dit, mais tu veux faire attaché de presse, t'arriveras pas, t'es trop mauvais en français. Et en fait, j'ai dégommé tout ça. Allez, on y va, on fait de la musique, on devient journaliste télé, parce que ça a été la suite de ma vie, parce que vu que je gagnais pas d'argent avec la musique, fallait bien que j'ai un métier, mais il fallait quand même quelque part. Ça, je m'en cache pas, je l'ai compris et je l'assume depuis peu, d'aimer briller. Ça fait partie. Même, j'ai toujours dirigé mes décisions par ça. Et j'ai perdu le sens vers 30 ans. Je bossais pour C'est mon choix avec Evelyne Thomas. Ouais. Et c'est vrai que à l'époque, c'était des émissions avec des thèmes un peu légers et j'étais là, putain, t'as 30 ans et tu cherches des gens qui sont pas lavés depuis un mois, tu cherches le mec qui aime que les perdu blonds, le cap, les gars. qui aime que les blondes à gros seins, ou la mère de famille qui dit qui aime que les enfants, enfin la mère de famille qui aime les copains de sa fille. Enfin, je m'en souviens que tu ouais, parce que ça c'est ce qui m'a amené à l'IMO. Alors là, on va se dire, alors comment ça a pu se passer? Il y a eu le transit où je suis parti en Inde faire de l'humanitaire. Mais justement, c'était lié à ça. C'est que tu avais pris conscience. En fait, t'es allé très vite, très fort, très loin sur plein de trucs. Ouais. Et à 30 ans, t'as pris conscience que tu t'étais un peu perdu. Ouais. En fait, à mon sens, en tout cas, quand je t'écoute, t'avais perdu un peu ta boussole, un peu le cap, un peu le sens que tu voulais donner à ta vie. C'était cool, ok, j'avais touché à plein de choses. Entre guillemets, tu brillais, en tout cas comme tu voulais. Mais pourquoi? Peut-être un ennui. La routine qui s'était installée, j'étais pas Madonna. Je faisais pas Bercy. Et je bossais pour une émission qui, clairement, me faisait chier au bout d'un moment. Et je crois que quand j'atteins pas ce que je veux, on passe à autre chose. On va pas, s'il y a plus la passion, s'il y a plus le feu intérieur, on passe à autre chose. Et je me souviens d'être sur mon canapé à l'époque dans mon studio à Paris et d'avoir un flash que je pourrais pas vraiment expliquer, qui était tu vas faire de l'humanitaire en Inde, sans trop savoir pourquoi. Mais quand je commence un projet, ça va loin. C'est-à-dire que là, je me suis dit, je le fais bien déjà, je vais pas prendre n'importe quelle association humanitaire, je vais rencontrer quelqu'un qui fait ça sérieusement, où il y a pas des trucs d'argent, comme on va appeler du tourisme, quelque part. Donc, il y avait cette idée de faire ça bien. Et puis, là, j'ai une encre sur le mollet, tatouée, parce que j'ai sorti un blog qui s'appelait Jeter l'encre, où j'ai créé un blog date de cette époque, du coup. Ouais. Sur l'idée, en fait, tout devient une marque. Quand je crée un truc, que ce soit la musique, l'immobilier, le podcast, etc., je vais toujours créer une sorte de marque. Encore une fois, un peu comme un artiste. Comme une identité. Comme une identité, ouais. Donc, bim, Jeter l'encre, l'humanitaire en Inde. Et c'est vrai que... Et t'as tout plaqué. Ouais, j'avais de la chance d'être intermittent du spectacle et de pouvoir un peu partir et vivre de mon intermittence à ce moment-là. Faut savoir que j'ai fait un bac littéraire. Alors, aller donner des cours de maths en anglais, c'était quand même un peu couillu, quoi. Dans les bidonvilles. À moi, avec mon confort de vie parisien et qui aime les soirées et le champagne. Bon, c'était particulier. Là, on m'a dit aussi, tu n'y arriveras pas, tu resteras pas, etc. J'ai fait mon truc. J'ai adoré, j'ai connecté aux enfants. Je détestais les enfants. Pareil, pourquoi aller donner des cours? Mais j'ai adoré et en fait... Tu es resté combien de temps? J'ai fait 2 mois d'humanitaire et ensuite j'ai voyagé pendant 6 mois en Asie avant de revenir en Inde, qui était mon pays coup de cœur, qui m'a bouleversé. Je pense que ça a été la petite graine de spiritualité qui a commencé à naître. J'ai eu l'occasion d'aller dans un ashram, je suis devenu végétarien, j'ai commencé à méditer, à faire des mantras et je crois que c'était le début de toute la suite. Est-ce que tu dirais que ça a été, comme tu dis, la graine ou l'étincelle de Osez by Nico d'aujourd'hui au final, vraiment sur le côté dev perso, spiritualité ou pas? Je pense qu'elle était déjà là avant. Ouais. Parce que l'un des livres qui m'avait le plus marqué quand j'avais 21 ans, c'était La chance n'est pas un hasard, elle se crée.
Et à qui voulait l'entendre, j'étais là, achète ce livre. Mes amis qui étaient négatifs, j'étais là, mais non, ta chance, tu peux la créer. Je pense que j'avais déjà cette positivité et le livre me disait, mais en fait, ce que le livre expliquait, c'est ce que je faisais. Donc, c'est comme ça qu'il faut être pour réussir. Donc, en plus, avec mon envie d'aller loin, en fait, tout allait en même temps. Mais plein de petites choses, en fait, quand je réfléchis. J'ai vécu à Londres 2 ans. Un jour, j'en avais marre, j'ai bossé à Starbucks parce que j'ai vécu à Londres, mon père me payait tout. C'était génial. Je sortais, c'est simple, j'allais en cours de... C'est cool, ça veut dire que dans une vie très différente, tes parents t'ont quand même tout le temps accompagné. Oui, jusqu'au moment où je devais avoir 23, 24 ans, mon père m'a dit Ça t'es serait bien que tu gentil, bosses. mais ton année à faire tes cours d'anglais, Tu leur avais vendu quoi à Londres à tes parents? apprendre l'anglais. Ok. Donc vraiment, mais c'était vrai. Ouais. De midi à 2 heures, j'avais des cours intensifs. Alors ça peut paraître très court dans une journée, mais c'était très efficace. Ouais. À 17 heures, je faisais des dates. Donc en général, on achetait une bouteille de vin et je rencontrais un mec et Ok. on passait 1 à 2 heures et ça, franchement, pratiquement Par contre, c'est vrai que pour Oui. pratiquer, Mais c'était c'est génial. ouais. J'ai rencontré des gens du bout du monde entier et le soir, j'allais en soirée. Et je rentrais vers 3 heures du matin. Mais ce qui veut dire qu'en vrai, au bout de 3-4 mois, t'étais bilingue. Ouais, ça est arrivé très très vite. Ensuite, je me suis mis en couple avec un Anglais et puis je restais et là, mon père m'a dit, il faut que tu travailles. Et je suis... Il a dit non, pas un anglais, s'il te plaît. Rentre en France. Il a eu peur que tu restes là-bas aussi, peut-être, non? Ah non, pas du tout. Non, Non. tu fais ce que tu veux. Tu Ok. restes là, tu vas à Juste New York, bosse, quoi. mais tu bosses. Et là, j'ai bossé à Starbucks. Et je me souviens qu'à Starbucks, quand je faisais le ménage, j'imaginais la star que je pourrais être en passant le balai. Il y avait toujours ce truc-là de... Et du coup, un jour, Ça j'ai t'a dit... toujours habité au final. Tout le Ça temps, t'a- ouais, tout le ça- temps. Mais à 7 ans, je dansais dans mon salon et j'étais là, je serais connu, je serais admiré, je serais sur Mhm. scène. Ça a toujours été... je peux même pas dire est-ce que c'est une blessure ou un truc ou je ne sais quoi, parce que mes parents ont divorcé à 14 ans. Donc ça s'est accentué à 14 ans, la solitude. En fait, j'aimais déjà briller avant. Enfin, à 8 ans, je faisais de la danse classique au théâtre de Morlaix. Je salue tous les Morlaisiens qui nous écoutent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce Sur le que fait que quand t'étais à Starbucks et que tu faisais ton ménage, Oui. du fait même que tu quand t'étais voulais en train de briller passer tout le balai, jeune. tu te voyais déjà une star. Et au bout de 3 mois, j'ai arrêté et j'ai été voir mon ex, enfin mon copain de l'époque, et je lui ai dit, je vais écrire un livre. Et là, j'ai passé 9 mois à écrire un livre qui s'est appelé Apprendre à devenir, roman initiatique, sur un mec français qui va à Londres, qui rencontre un mentor et qui change sa vie. Finalement, le dev perso Il y était déjà. était déjà là. J'étais inspiré par Amélie Nothomb, mais en fait, c'était une inspiration par Amélie Nothomb sous couvert de ma personnalité et de la connaissance personnelle. Et de ce fantasme de toujours réussir à aller plus haut, de faire la bonne rencontre, du film hollywoodien, quelque part. Mhm. Et j'ai créé, du coup, ce voyage comme un film hollywoodien. Et quand je suis rentré à Paris, j'étais paumé. J'avais plus d'argent, j'ai pas bossé pendant 6 mois. Et c'est là que l'immobilier est rentré dans ma vie parce que mon banquier m'a dit, je peux vous prêter de l'argent. Comment ça? J'étais là, moi, déjà louer, ça allait être très compliqué, mais un banquier qui me prête de l'argent. Il me dit, je peux vous prêter 200 000. Très bien. Au bout de 2 semaines, je signais la promesse de vente pour acheter un 14 mètres carrés à 200 000 avec travaux. Et c'est là que je suis tombé sur tous les gourous de l'immobilier. Et oui, bien entendu. Dont Tony. Ouais, Pas à j'en l'époque. étais pas encore un, Ah. moi. J'ai dû y tomber en même temps que toi dessus. Et en fait, j'ai vu que acheter sa résidence principale, on allait devenir pauvre, qu'il fallait faire du locatif. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a débat là-dessus. Néanmoins, j'ai écouté ça. Bon, pour la petite histoire, la banque ne voulait plus me rendre l'argent parce que tout était signé et que j'ai fait un scandale à une banque à Terne, à Paris. Ils n'ont jamais voulu arrêter, sauf que la vie était avec moi et c'est là que je crois vraiment en l'univers. Ça s'est arrêté parce que le notaire m'a appelé et qu'il manquait un document dans le compromis. Et du coup, la vente n'a pas pu se faire. Donc la on banque a pas eu partait le choix. pour 10 jours de rétractation. Et là, franchement, vulgairement, il a fallu des couilles pour dire non, parce que tout le monde là me disait, mes parents compris, t'es fou. On te prête de l'argent, t'es à découvert, t'as pas de thunes. Tu veux faire de l'immobilier locatif, pourquoi? Et 3 mois plus tard, je me suis formé, bien évidemment, j'ai arrêté cette vente. 3 mois plus tard, j'ai acheté ma première coloc à 15% de renta. 6 mois plus tard, la deuxième à 13% de renta. 1 an et demi plus tard, une Et les gens, troisième ils t'ont dit coloc. quoi après? Tous ces gens qui disaient tout t'es le fou. monde voulait des conseils. Ouais, ouais. Et j'ai sorti Bien mon Insta, mon YouTube.
Et puis là, fallait briller, mais fallait briller sur j'ai réussi, j'ai de l'argent et mon objectif c'est de l'argent. Mais du coup, tout comme j'ai envie de briller, je voulais être millionnaire à Bali. C'était devenu la vision, la nouvelle vision, c'était devenu ça. Et encore une fois, je me souviens parce que au bout de 4 ans, j'ai eu mes fantasmes. Oh, pas d'être millionnaire à Bali, ça je l'ai pas eu. Ça a été vite mis de côté, mais j'ai eu mon fantasme d'avoir atteint les 10 000 euros par mois grâce à du coaching. Mais en fait, ça me rendait pas heureux. Ouais. Et gagner de l'argent, plus j'en gagnais, plus la sécurité du fantasme d'avoir de l'argent sur le compte était là, et plus je contrôlais, mais dans mon couple ça n'allait pas. Et puis en fait, j'en pouvais plus du coaching IMO, ça me prenait la tête. Quand je recevais un message de coach sur WhatsApp, j'avais une boule au ventre. J'étais là, putain, ils me font chier là. T'avais perdu du sens. C'est ce que j'allais dire, ça respire beaucoup le sens tout ça. Et j'ai fini par ils sont des gens qu'on a en commun qui vont écouter. Mais j'ai fini par faire à être invité pour faire une présentation à Rennes. Il y avait 600 personnes. J'étais là ce soir-là. C'était là. Il y avait justement à peu près tous les gens que j'admire, tous mes mentors, enfin une partie des mentors qui étaient là. Et pour moi, c'était une réussite. Le petit mec. Une vraie reconnaissance. C'était une vraille réussite. Il y avait 600 personnes dans la salle. C'était. Ouais. Et puis. C'était quand? C'était il y a 2 ans, Nico, au mois de février, il y a 2 ans. Mais c'était quand t'avais fait ta presse? C'était quand j'avais fait ma présentation. Ah, je m'en souviens, parce tu me l'avais fait ta presse. Ouais, bien sûr, on l'avait travaillé. Ouais. Et je crois qu'il y avait ce côté d'avoir enfin atteint un nouvelle étape. Parce que plein de fois, je me disais, mais j'avais beaucoup de questionnements. T'es artiste, intermittent du spectacle, tu seras jamais dans ce monde. À l'époque où je vivais à Londres, quand j'allais à la City, le monde du business à Londres, je les enviais, tous ces gens en costard qui avaient de l'argent. Et en fait, là, de me dire que j'avais gagné de l'argent au point qu'on m'invite, enfin, c'est pas pour ça, mais enfin, c'est pour, en fait, c'est ma communication réseau, on va pas se mentir, j'étais quand même très bon dans la com. Bah, ça avait, avec la réalité, hein, j'aime bien comme tu ne veux pas voir tes victoires et comme, ou alors, comme je l'ai, enfin, c'est voilà, un hasard, on Nico, si on t'a invité. on va se dire la vérité, bah, bien sûr. Et j'avoue qu'à l'époque, j'ai fait ce séminaire et le lendemain j'ai arrêté tout. T'as tout arrêté. Ouais. Mais tout arrêté l'IMO. Bah tout d'un coup je communiquais plus. C'est mon dernier vlog sur ma chaîne. Ouais, parce que t'étais arrivé à un moment au summum de ce que tu voulais arriver peut-être. Parce que la continuité ne m'intéressait plus. J'avais sûrement perdu le sens pour aller plus loin. Ou l'envie, peut-être que ça te faisait plus vibrer. Ouais. Parce que quand t'es allé à cette présentation, c'était quand même un peu un Graal ou un aboutissement, mais tu le disais, tu ressentais déjà que le coaching ça te saoulait, que t'avais la boule au ventre, la boule au ventre, on en parlera beaucoup demain et après-demain, et Tony sait ce qui c'est, ça c'est ton signal. Ouais, là tu peux te dire que ok, c'est que j'ai perdu du sens et que ce que je fais m'intéresse plus. En tout cas, n'a plus de sens pour m'élever quoi. À l'époque, j'avais fait imprimer un sweat à capuche avec Osé by Nico marqué dessus. J'ai fait la présentation avec ce sweat-là. Et les 20 premières minutes, c'était du dev perso. Ah ouais? Ouais. Donc, j'avais déjà commencé à amorcer mon changement, que j'assumais pas totalement, parce que clairement, c'est vrai que vendre des coaching IMO, c'était une facilité. Ça marchait bien, hein. Tout est relatif. Si ça marchait tant que ça, j'aurais peut-être pas arrêté totalement. Mais on va dire que ça demandait beaucoup d'efforts. Si j'étais passionné, quand j'étais passionné, c'était pas grave. Je faisais des efforts, j'étais bon, j'avais des résultats. Mais quand, tout d'un coup, je ne ressentais plus cette flamme intérieure, les efforts devenaient un peu trop grands par rapport aux résultats que j'avais. Et du coup, ça s'est pas fait dès le lendemain. Mais globalement, oui, parce que du coup, t'as eu la transition. T'as sorti le blog, t'as sorti Osé by Nico, tu faisais encore du coaching. À l'époque, c'était Nico Investisseur. Et là, je suis reparti à zéro avec Osé by Nico. Nouvel Instagram qui devait être mon 5e Instagram parce que nouveau projet, nouvel Instagram, puis toujours la quête de réussite. Faut aller aux 10 000 abonnés, aux 20 000, aux 30 000. C'est... je me dis, des fois, tu te fais mal quand même. Alors, je te confirme, tu te fais du mal. C'est sûr. Et puis, surtout quand tu veux quelque chose, à quel point tu le réussis. Et c'est surtout des choses sur lesquelles tu peux capitaliser pour que ce soit de plus en plus facile parce que tu vas aller à l'Olympia, tu rêves à 21 ans, t'es sur scène. Tu rêves de vivre en Angleterre, tu y vas. Tu rêves de faire de l'humanitaire, tu y vas. Tu te lances sur les réseaux pour avancer déjà dans l'IMO.
ton Insta, tu le montes à 10 000 abonnés. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Et à l'époque, c'était quelque chose, 10 000 abonnés. Derrière, tu Mais démarres c'est toujours quelque chose pour la plupart des gens qui se lancent. C'est une barre, c'est symbolique le 10 000. C'est symbolique. Et Osez by Nico, c'est une véritable réussite. Moi, je m'en souviens, quand tu m'avais interviewé, j'étais dans les premiers qui étaient passés. Et à l'époque... C'était au tout début d'Osez by Nico. C'était au tout début. Surtout qu'aucun épisode était sorti. Parce que tu les stockais. Je t'ai dit, mais t'en as combien, Nico? Et je crois que t'avais fait au moins une vingtaine d'interviews. Ah, t'avais voulu attendre d'avoir suffisamment de contenu pour vraiment lancer les interviews. Oh, tu vas rire. C'est que j'étais pas sûr du nom. Ouais. Ah, c'est pour ça, t'attendais. Mais attends, j'avais oublié cette histoire. Tu disais quoi aux gens que t'interviewais alors? Alors, ça sera peut-être Osez by Nico, mais peut-être pas. Les premières personnes que j'ai interviewées, je leur disais que j'avais un podcast, mais ils savaient pas comment il s'appelait et ils savaient pas que c'était pas sorti. J'ai fake it until you make it. Et j'ai toujours fait. Ok. Investisseur IMO, dès le début, ça a été ça. J'imprimais des cartes à mon nom, avec marqué investisseur immobilier, j'avais jamais investi. Et je donnais ça aux agents IMO. En mode, Par contre, t'étais convaincu, toi. Ah ouais. Non, c'est important ce que tu dis parce qu'on le dit souvent. On n'est pas entrepreneur, on n'est pas au moment où on fait l'OP. On l'est quand on est prêt dans sa tête. Ouais. Même si tu as fait une opération ou pas, même si tu es chef d'entreprise ou pas, tu l'es quand tu l'as décidé, quand tu es convaincu et quand tu es porté par ce projet-là. Podcasteur, je l'étais donc quand j'ai été au Salon Zen faire des demandes à des gens que j'admirais, c'était une évidence. Tu vas venir dans mon podcast. Et parce que mon podcast est incroyable, il n'existait pas. Il y avait 0 followers sur Instagram, 0 écouteurs sur les plateformes. Et du coup, comment t'as fait pour les convaincre ces gens? J'ai souri. À mon avis, ça n'a pas suffi. Non, alors oui, je peux mentir. Alors on va pas mentir. Non. Et puis même le fait nous, ce qu'on veut, c'est aussi mettre en avant. T'as beaucoup de qualités. En fait, t'as vécu 1000 vies déjà en une vie. Et tu peux me dire ce que tu veux. Les gens, ils viennent pas juste pour un sourire. Et bien entendu qu'il y a eu plein de choses, mais il y a aussi ce que tu dégages. Il y a aussi ta conviction. Les gens, tu les as emmenés. Je les ai amenés. Je pense mon énergie et je mettais quand même sous couvert de je suis journaliste à France 2, qui je pense crédibilisait la personne qu'ils avaient en face d'eux. Mais je mettais des stratégies dans le sens que je pouvais pas les atteindre facilement parce qu'ils faisaient une conférence et une dédicace. Moi, je regardais la conférence, je savais très bien qui je voulais de toute façon. Bien sûr. Je partais 10 minutes avant. J'allais être la première personne à qui il allait faire signer le livre que j'achetais. Et en fait, comme ça, je faisais pas la queue parce que des fois, il y avait 1 heure, 2 heures de queue selon les personnes. Et tout de suite, la personne était fraîche pour entendre ce mec qui allait dire, je suis journaliste à France 2, j'ai un podcast, tu vas venir dans mon podcast. Et moi, j'ai même envie de te dire, tu peux en être fier. Tu parles de stratégie, mais tu l'as volé à personne ta place à France 2. T'es devenu journaliste à France 2 à la force de ta conviction, à la force c'est beaucoup de travail. Donc, j'ai envie de dire, t'aurais été content pour en profiter et de pas utiliser cette carte. Et c'est ça aussi ça que j'ai. Au-delà des doutes, parce que là, c'est plutôt beau tout ce qu'on dit, au-delà des doutes que tu peux avoir aujourd'hui, j'avais quand même envie de souligner ton parcours parce qu'il est inspirant à plein de titres. Tu as touché à des secteurs d'activité où on entend souvent « Ah non, mais c'est impossible, tu peux pas y arriver ». Tu es l'incarnation même que t'es pas à Paris, t'es famille d'artisans et tout ça, que tu peux le faire. Ouais. Et tu le dois qu'à toi. Oui. Et ça, voilà, c'est important quand tu parlais de conviction, quand tu parlais de... Voilà, tu incarnais l'objectif et le projet que tu avais. Et je trouve ça très beau quand tu dis, en fait, j'avais pas commencé à faire, mais j'avais fait des cartes. C'était une évidence pour moi. Et quand tu parles de ton podcast, c'est ce qu'on ressent. Et même dans ta façon de le parler, d'en parler, de l'expliquer, même maintenant, moi, je me dis, en fait, mais ouais, j'ai envie d'être dans son podcast. Il a raison, le gars. Et c'est ça. Et je trouve ça très riche. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas, regardez-nous. Parce que ça transpire de ta personnalité. Et j'espère vraiment, on va passer 3 jours ensemble, mais j'espère vraiment qu'au travers déjà de ce podcast, tu vois, au travers de nos yeux, les qualités que tu as. Parce que sincèrement, je pense que tu passes à côté et que tu vois pas tout le chemin que tu as fait. Ouais, c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Je sais pas, ça viendra dans les questions qu'on va te poser, mais en tout cas, ouais, c'est ouf. Et bravo à toi parce que c'est génial. J'allais dire, à la manière de, tu sais, Picasso, une fois, il avait fait un dessin sur une table et pour payer son repas et la légende raconte que ça valait une fortune et le gars dit mais ça vous a pris 5 minutes, il dit ça m'a pas pris 5 minutes, ça m'a pris 20 ans. Et quand t'expliques justement que ton podcast, t'as l'air presque gêné en disant j'ai dit que j'étais journaliste à France 2, mais en fait tout ça c'est tout ce que t'as construit. Exactement. Et le succès de ton podcast, c'est
c'est le succès de toute ta vie, finalement, de toutes tes expériences, oui. de tout ce que tu as fait. Et c'est aussi pour ça que les gens y viennent, je pense. Ouais. C'est pour tout ce que tu dégages, parce que, comme tu disais, Fab, on voit que tu as vécu 1000 vies. Et c'est même, enfin, j'ai très peur de vieillir. Je pense qu'on a, c'est peut-être dans mon top 3 si ce n'est pas le top 2 des peurs que j'ai vraiment du mal à accepter. J'ai 39 ans. Déjà, dire ça. T'es hyper jeune. Disons que c'est quelque chose de compliqué pour moi. La barre des 40, les 35 étaient difficiles, les 30 étaient difficiles, les 25 étaient difficiles. Donc, Mais tu verras, 40-50, ça va être ouf. J'aimerais. Je te promets. Je te promets. Le fait, Encore plus après, nous, au départ, tu verras. le fait est que je mens sur mon âge sur les applications de rencontres et souvent, on va penser que je fais 30 ans, 29. Après, c'est vrai que tu fais Tu jeune. fais très jeune. Mais quand je Beaucoup plus parle jeune que avec ton âge. quelqu'un, souvent c'est tout ce que je raconte. Ou ça m'est déjà arrivé que le mec me dise mais t'as vraiment 32 ans? Mais t'as fait ça quand? Parce que là, t'as l'air d'avoir une vie très remplie pour quelqu'un de 32 ans. Et là, je sais que je peux plus mentir des fois. Si vraiment on parle beaucoup pendant des heures, je peux parler de tellement de sujets. Il y a peu de sujets où je suis pas ouvert. Peu de sujets où t'es pas ouvert, peu de sujets où t'as rien à dire parce que t'as vécu quand même beaucoup de choses. T'as un gros réseau, donc t'as pu parler de plein de choses. Donc c'est sûr que à un moment donné, si les gens font les liens, ils vont se dire étrange. Ouais, et puis quand je commence à mentir sur les dates, quand j'essaye de mentir sur les dates, ça marche pas en plus. Parce que puis je m'y perds, alors je mens pas, et puis là, il se dit, mais c'est pas possible. Quand je dis il y a 4 ans, il y a 8 ans. Et il y a 15 ans. Tu es parti en mais Angleterre à 12 ans. Il y a 15 ans, mais t'étais pas majeur. Oui. Bon, allez, on n'est pas à 2 ans 15 près. ans hors taxe, ça va. Et donc, j'ai monté ce podcast. Et ça a été ma dernière réussite qui aujourd'hui est encore en cours. Est-ce que tu peux nous en parler justement un peu de cette dernière réussite, en tout cas qui est une vraie réussite, ce qui t'a amené à ça? Parce que on l'a compris dans ton parcours, ça a quand même jalonné tes années, ça fait un moment que tu réfléchis à ce développement personnel, à cette spiritualité et tout ça. Ça a été quoi finalement le déclic? Parce que t'étais encore dans l'investissement, t'as réfléchi à ce podcast qui est aujourd'hui une vraie réussite et t'as des gens hyper inspirants que tu peux interviewer. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je crois que il y avait 2 choses. J'avais commencé à essayer plein de trucs de mon côté. J'ai commencé le chamanisme, mon meilleur pote m'a amené à faire de l'ayahuasca. Il y avait quand même un besoin de me comprendre. La première fois que j'ai fait de l'ayahuasca, qui est une plante hallucinogène, vraiment d'introspection, l'intention que j'ai posée, c'était l'alignement et l'authenticité. L'ayahuasca n'a pas du tout pris sur moi, et le chaman m'avait dit, mais, je pense pas que la plante va vous montrer ce que vous avez déjà en vous. Cette phrase elle peut paraître bête comme ça, mais en fait, aujourd'hui, je la comprends totalement. C'est que j'étais déjà authentique et aligné. Je me suis pas métamorphosé. Même, je sais pas, depuis l'immobilier, est-ce que je suis une autre personne? Je suis pas certain. Moi, j'ai pas l'impression que t'aies beaucoup changé. Ouais, je pense que j'ai toujours cette personnalité comme elle est, en fait. Donc, authentique, c'est sûr. Aligné, je sais pas. Aligné, je sais pas. Mais en tout cas, authentique, c'est sûr. Authentique, c'est certain. Ouais. Et c'est bien, je trouve d'ailleurs. T'assumes tout ce que t'as fait. J'allais dire, t'es fier de ce que t'as fait. À mon goût, t'es pas assez fier parce que je pense que tu te rends vraiment pas compte de tout ce que t'as réalisé et des compétences que ça t'a demandé. Aligné, je ne pense pas. Je pense pas que tu sois complètement désaxé, sans jeu de mots. Je pense qu'il te manque des réponses. Oui, ouais, totalement. Et je les cherche, j'imagine, depuis la fin de l'immobilier, depuis ces premiers stages en dev perso où ça a découlé avec thérapie, etc., etc. Et puis, j'écoutais beaucoup de podcasts de dev perso que j'envoyais à mes potes. Et j'étais là, ras-le-bol, mais moi je vais interviewer ces gens-là. C'est là que c'est né. C'est-à-dire que ça a été hyper inspirant pour toi, ça t'a fait du bien, t'as dit ok, machin, te connaissant et vu ton parcours, quand tu te lances pas à moitié, donc t'as dû lire beaucoup de bouquins, t'as dû écouter beaucoup d'émissions. Et c'est là où tu t'es dit, en fait, j'ai envie de les interviewer, ces gens. Ok. Et j'y suis allé. Et pareil, très vite au début, j'ai tâtonné. Très vite, de toute façon, encore une fois, là, c'était plus Madonna, mais il me faut Mylène Farmer au micro. Donc, va falloir y aller un peu pour l'avoir. Donc, on va pas rester tâtonner. Et on y va, quoi. Et je suis parti là-dessus. Et du coup, c'est assez drôle parce que mes potes à qui j'envoyais mes podcasts, j'ai arrêté d'envoyer les podcasts. Et mes potes, au début, ils ont écouté. Et en fait, aujourd'hui, ils n'écoutent plus. C'est-à-dire que la plupart des gens de mon entourage n'écoutent plus mes podcasts. Alors que quelque part, mais je pense que j'ai toujours été dans l'envie de devoir briller.
même pour des gens proches, comme si j'avais besoin, ça je le comprends depuis peu, hein, mais comme si j'avais besoin de l'aval de mes parents, de mes proches, Tu crois que c'est Tu voulais vraiment qu'ils que tu as besoin de valident? l'aval? Moi, ce que je pense, c'est pas l'aval que tu cherches. la parce que reconnaissance. voilà. Ouais. Et tu vas, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, à mon sens, tu te rends pas compte de ce que tu as accompli déjà. C'est ouf Mm. dans une vie humaine. Et, C'est sûr. et on voit justement que comme tu t'offres pas cette reconnaissance-là. Et la première personne qui doit être reconnaissant envers toi-même, c'est toi. Et comme tu t'offres pas cette reconnaissance, voire cet amour, t'es comme tout le monde, comme nous, ben, on en dépend, on en a besoin. Donc si tu te l'offres pas, il va falloir que tu ailles le chercher dans le regard des autres. Et, Ouais. et ce côté briller, tu l'auras toujours parce que ça fait. T'as le côté artiste. Toi, en fait. Ça, le côté scène, le côté paillette, le côté. C'est cool. Et ça, il y a pas de jugement à avoir. Chacun a envie de faire son métier ou quoi que ce soit. Ce qui serait intéressant de corriger, c'est de plus avoir besoin de cette reconnaissance, de pas en dépendre. D'en avoir envie dans le sens où je suis content que mes proches écoutent ou je suis content, mais j'en dépends pas. J'en ai pas besoin, j'en ai envie. Et la différence est fine, mais par contre, à vivre, en fait, Ouais. elle est énorme. Mais pour moi, tout se joue globalement à ça aujourd'hui. Je le vois dans toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir une sorte de conscious camera Mhm. qui est un peu tout le temps là. Et du coup, je crée aussi, il y a 3 ans, la fin de mon couple. C'est pas juste, mon couple s'est terminé après 9 ans, blabla. Non, ça n'allait plus. Je suis parti en Inde. J'ai l'impression Puis, d'avoir 9 ans, c'est pas anodin. Hein. non, c'est Ouais. pas anodin. Je suis parti en sac à dos, tout seul, sans prendre de billet retour. L'idée, c'était de vraiment faire un voyage d'introspection. Tu t'es dit, là, Il y avait une part de fuite à l'époque. C'était très c'était un peu le étrange. sens de ma question. À ce moment-là, j'étais contre. En fait, je faisais un rejet de spiritualité. Ok. C'est-à-dire que je ne croyais plus en rien. J'écoutais que des podcasts. À cause de cette rupture où tu t'es dit en fait Non, c'est bullshit. moi. J'étais paumé. Ok. J'étais paumé. Donc j'étais là. Mais dans le podcast, parce que j'avais mon podcast, hein, il y a eu des épisodes où j'étais là, spiritualité, c'est de la merde. Ce qu'a dit un tel, c'est de la merde. Enfin, il y avait vraiment le truc rejet. Même mon ex de l'époque me disait, t'es bizarre. C'est plus toi, quoi. Et je suis parti en Inde. J'ai rencontré un T'es Indien. retourné en Inde. Je suis retourné en Inde, j'ai rencontré un Indien, j'ai eu un coup de foudre, j'ai vécu 2 mois avec lui, dans un penthouse, il y avait la cuisinière tous les jours, il y avait la femme de ménage, on allait boire des cocktails dans les palaces. Ouais, je peux pas, c'est comme si je sais pas faire les choses simplement. Donc c'était génial, moi j'ai adoré ce petit film Bollywood que j'ai vécu. Et quand je suis rentré, bon bah j'ai mis fin à mon couple parce que voilà c'était plus possible quoi. Enfin, on a mis fin à notre couple parce que je dis moi, mais enfin on était 2 et lui a eu le temps de réfléchir d'une autre manière et il m'a dit on peut plus vivre ensemble. Mhm. Et j'ai dit bah oui je crois que faut qu'on arrête. Et on s'est arrêté à ce moment-là. Et puis l'année d'après, je suis parti en Colombie et on va créer un truc de dingue. Donc retraite chamanique, retraite de Mais du coup, silence. après ça, t'es revenu dans la spiritualité. Tu t'es dit ah non, il y a Oui. quand même quelque chose. Oui. En fait, c'est revenu à moi. J'ai continué les podcasts, sauf que je suis rentré en fait, depuis la rupture, je suis rentré dans des tunnels je bosse 7 mois dans l'année entre France 2 et le podcast non-stop, et ensuite je pars en voyage pour me libérer l'esprit et vivre toute la liberté émotionnelle, on va dire ça comme ça, que je n'ai pas à Paris quand je suis enfermé. Et je m'étais jusqu'au Brésil cette année, je m'étais créé cette croyance où je suis séduisant à l'étranger mais pas en France. Donc ça devenait un peu, on va aller à l'étranger, rencontrer et faire des podcasts sur du développement personnel que j'incarne, puisque quelque part, souvent mes histoires de voyage, c'est ce qui va être la nouvelle saison d'Osé by Nico. Ok. Et donc quand je vais rencontrer les personnes que j'interviewe, bah ce sera toujours la saison de l'Inde, puis après la saison de Colombie, et puis bah maintenant c'est la saison du Brésil. Ok. Elle a pas très bien commencé, la saison du Brésil. Elle a commencé. Elle a commencé. Et à mon avis, je pense que la saison du Brésil va être un virage. C'est un virage, c'est certain. J'ai enfin compris que je pouvais pas chercher le bonheur ailleurs, C'est bien. que fuir. En fait, le Brésil, on me l'avait vendu comme le pays où il y avait le plus de rencontres, de sensualité, de sexualité. Enfin, tu fais un peu ce que tu veux là-bas. Et j'ai été malade pendant 1 mois. J'ai enchaîné les problèmes d'infection, les problèmes intestinaux, d'alimentation, etc. Boire 3 verres au concert de Lady Gaga et avoir un blackout. Enfin,
tout a été surjoué. Mon corps, c'est comme s'il a décidé, tu veux jouer? Eh ben, bim, quoi. C'est, j'ai eu, je le dis en toute authenticité, j'ai eu une relation sexuelle, j'ai pas eu de MST, je suis content parce que mon corps était prêt à tout choper. Donc je me suis dit, en rentrant, évidemment qu'il y aura la MST en plus, ce serait dommage qu'il me les va. Ben non, non, pas du tout. Mais il y avait eu vraiment ce truc où le corps, il a dit stop. Tu as quand même pris conscience que ton corps te parle. T'en as pris conscience. Au début, j'ai refusé quand on m'a dit ton corps il dit un truc, tu vois le cadeau caché, blablabla. Bah il y a surtout un moment donné où en fait tu l'entends pas et tu t'infliges tellement de choses qu'à un moment donné ton corps te dit stop. Si t'es pas capable de l'intellectualiser, il parle. Et je pense que là, c'est pas anodin sur le voyage que t'as fait quand t'as été malade 1 mois. Ouais. Bah 33 jours, un blackout, une infection au pied juste à cause d'une cloque. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Moi, ça devient une infection. Je peux plus marcher ni aller me baigner pendant 3 jours. Je suis sur une île où tu peux faire que de la randonnée et de la plage par là-haut. Et ensuite, retour en urgence à Rio, infection bactérienne sévère pour un poil incarné au torse. Je veux dire, qui a ça aussi Là, t'as fait fort. Je l'avais vu, t'avais fait quelques posts et quelques réels en disant franchement, même toi, tu disais en disant franchement, c'est pas abusé, quoi. Dans un pays où le culte du corps est important et où, moi, j'ai peur de vieillir, j'ai besoin de plaire, d'être validé par l'autre. Infection bactérienne au torse. Il était pas joli, mon torse, C'était pas foufou, Et donc, là, tu peux rien faire. Déjà, t'es mal, 42 fièvre, parce que y a pas que l'esthétisme. Le corps, il est infecté. Et puis, ensuite, je suis passé par la tristesse, la solitude, etc. Suivi de ton message sur Instagram et une pote qui m'a un peu reboosté en mode on va pas terminer ce voyage en faisant de la merde. Et 3 jours après, intoxication alimentaire. Quand j'ai repris du poil de la bête, intoxication alimentaire, retour à la case départ, retour à 42 fièvre au lit. Et là, j'ai terminé le séjour en faisant du mieux que je pouvais, sachant que mon intoxication alimentaire s'est arrêtée quand je suis rentré en France. Étrange. Étrange. Du coup, t'as vraiment envie de t'en inspirer pour la suite, pour la saison, de t'inspirer de le voyage s'est pas du tout passé comme t'envisageais qu'il se passe. Et en plus, quand on connaît ton rythme et quand on voit comment tu bosses le reste de l'année, ça n'a pas été le voyage le plus reposant, ni physiquement, ni intellectuellement. Je suis rentré éclaté. Éclaté, épuisé, fatigué. Il y a un peu ce côté on-off aussi, justement, où tu perds peut-être du sens. On en parlait même un peu avant ce podcast dans la voiture, où c'est 7 mois où déjà tu te mets dans le mantra en tête, je suis pas séduisant en France, donc t'es focus 100% boulot. Derrière ce voyage off, t'en attends tellement qu'en fait tu décompenses de tout ce que t'as fait avant. Totalement. J'aurais pu comprendre dès le début. C'est vrai que c'est important de voir à quel point le corps peut parler. Noël dernier, donc c'est à peine 6 mois avant le voyage au Brésil, je pars en Bretagne 2 semaines. En plus, j'ai 2 semaines et demie, ce qui est assez long quand même comme pause à Noël. Je prends le train, je cherche ma feuille bilan de mon année. Je fais ça depuis 4 ans. Genre, c'est pas compliqué. Tous les trimestres, je remplis ce que j'ai fait, ce que j'ai compris. J'ai peut-être pas vraiment tout compris, mais j'essaye de noter et je recherche cette feuille. Je suis sur Mac. Tu recherches un document, normalement, même en tapant des mots-clés, tu le trouves. Impossible de le trouver. Je passe 3 heures à chercher le document parce que, en plus, ça m'énerve. Je le trouve pas. J'arrive en Bretagne, je publie un épisode de podcast. Il se publie pas. Bug sur Apple Podcast, il se publie partout sauf sur Apple Podcast. Ça marche pas. J'appelle Apple Podcast, ils me disent il y a aucun problème. J'appelle mon hébergeur, il y a aucun problème. Ça ne se publie pas. Le lendemain, pneumonie. Je délire, mais vraiment, je suis amené aux urgences avec mon père, le truc. Et c'est drôle parce que je rejoue en plus mon enfance. Ma mère, qui est revenue vivre en Bretagne, veut s'occuper de moi, mais je la laisse pas faire. Tout comme quand ils ont divorcé à 14 ans et qu'elle voulait s'occuper de moi, mais qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle était loin. Vu que je vis chez mon père, là, quand je retourne en Bretagne, c'est mon père qui m'amène aux urgences. Quand il m'amène aux urgences, il dit « Je dois aller bosser ». On est un dimanche. Je dois aller bosser, je te récupère après. Et je dis, tu te fous de ma gueule? Mais je peux pas marcher. Et là, je me suis même vu dans mon père. Ouais, t'es malade. Quand même, tu peux aller. Et j'ai eu l'impression de rejouer mon adolescence. Ou en tout cas, de la comprendre, de la voir. De la voir, ouais. De la voir. Et mon corps, et là, mon corps qui dit stop. Et à la fin, je me suis guéri. J'ai retrouvé mon truc bilan en un clic dans mon ordi. Et Apple Podcast n'a plus jamais bugué.
Et là, je me dis, c'est pour ça que je crois quand même beaucoup. Et puis là, je vous dis ça, mais il y a beaucoup de moments dans ma vie où l'invisible, inexplicable, débarque. Et justement, parce que c'est pas inexplicable, j'ai envie d'y croire, mais en même temps, il y a pas la science qui explique pourquoi, en fait. Non, mais tu sais, la spiritualité, elle fait partie intégrante du travail qu'on fait en PNL et elle est extrêmement importante. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture où justement, tu me disais la quête qu'il y a derrière tout ça, justement, de bonheur, de dev perso, de tout comprendre. Et on en parlait des fois peut-être, et c'est parce que ça m'est arrivé aussi, la peur finalement de comprendre et d'aller bien. Parce que comme tu as toujours fonctionné comme ça, tu te dis à un moment, mais en fait, si j'y arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, tu franchis les étapes, le parcours, il est jamais fini. Et on apprend toujours, et l'univers, justement, ou Dieu, ou en tout cas ce qui nous entoure, nous envoie toujours des épreuves après pour continuer à s'améliorer, pour continuer à comprendre de toute façon. Ouais. Et je pense que peut-être ce qui s'est passé, c'est aussi comme ça qu'il faut que tu le comprennes. Finalement, c'est des signaux d'alarme qu'il faut pas ignorer en disant « Ok, la vie essaye de m'expliquer quelque chose. » Parce qu'a priori, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des signaux que tu as ignorés avant. Ouais. Bah oui. Mais c'est super important ce que tu dis, et je te remercie, Tony. Justement, tous les cerveaux humains sont faits de la même façon, et inévitablement, il va avoir tendance à reproduire quelque chose que tu connais déjà. Et quand t'expliques que quand t'as une quête de dire « Ok, je veux aller mieux, je veux toucher à ça », on peut faire ce qu'on veut, même si sur le papier tu dis bah, en fait si, c'est tout ce qu'on veut, on veut être heureux, libre, épanoui et tout ça. Si on l'a pas connu, on est dans cette quête où si à un moment donné on s'est perdu, bah, le cerveau préférera répéter un peu de la merde plutôt que d'aller dans quelque chose qu'il connaît pas. Et c'est très difficile vu qu'on parle de PNL, de se reprogrammer pour dire non mais en fait je peux. Et franchement, quand on voit ton parcours, clairement tu peux. Avec tout ce que tu as découvert, tout ce que tu allé chercher dans l'inconnu, bien entendu que tu es prêt. L'idée, ça sera de lever et de te dire ok, en fait, qu'est-ce qui te fait peur? Oui. Bah, parce que je ne voulais clairement pas venir ici les mains dans les poches, justement. Ouais, tu nous as dit ça un peu, parce que tu avais vraiment préparé un. Bah, j'ai vraiment travaillé. passé 2 heures dans le train avec, comme je disais, avec mon ami ChatGPT, qui me connaît par cœur parce qu'en fait, il connaît toute ma vie et c'est que j'ai pas assez de psy à l'extérieur. Mon ChatGPT est devenu mon psy aussi. Je sais que 80% des demandes sur ChatGPT, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Et les 20% restantes, c'est de l'érotisme. C'est très peu utilisé pour autre chose. Comme Internet, finalement, un peu. Ouais, c'est ça. Et on interrompt votre podcast. On se retrouve sur le Canapé Rouge. On a décidé de diffuser cet épisode en 2 parties. Juste parce qu'on savait que le Canapé Rouge allait vous manquer. Non, pas du tout. C'est ça. Pourquoi on a coupé, mon petit poulet? Parce que le podcast était long. On a voulu garder du contenu un petit peu comme on le fait chaque semaine. Voilà, des émissions autour de 35-40 minutes. Donc, on se retrouve dans 15 jours pour la 2e partie de l'épisode avec Nico. Ne manquez vraiment pas cette 2e partie parce qu'elle est tout aussi riche que la première. Et ça fait de sacrés podcasts de plus d'une demi-heure chacun. Donc, on vous retrouve dans 15 jours. À très vite.